Alors bonjour à tous, voici le quatrième chapitre de ce cours de biologie, donc chapitre qui porte sur les enzymes. Alors voici le plan de ce chapitre. Nous allons commencer par définir ce qu'est une enzyme. Nous reviendrons également sur la notion de réaction chimique, ce qui permettra de replacer les enzymes évidemment dans ce contexte. Ensuite, dans le troisième point, ce sera l'occasion de revenir sur une méthode que je vous ai présentée dans le premier chapitre qui portait sur la biologie de manière générale. Là, il va s'agir de revenir sur la méthode hypothético-déductive que nous allons donc utiliser de façon à pouvoir bien se l'approprier et la manipuler. Ensuite, nous nous intéresserons au mode d'action des enzymes. Nous parlerons ensuite des facteurs qui peuvent influencer les enzymes. Il sera ensuite question de la double spécificité des enzymes. Et enfin, nous terminerons avec quelques éléments concernant la régulation du métabolisme. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas d'aller sur mon site pour télécharger ce diaporama, ce qui vous permettra de l'annoter, et vous trouverez aussi tous les autres documents. Alors, sur ce, je vous propose de commencer avec ce premier point, donc, qu'est-ce qu'une enzyme? Alors déjà, on peut commencer par quelques rappels et souligner le fait que le mot enzyme peut être masculin ou féminin. Je vous donne aussi quelques synonymes du terme enzyme. On va utiliser en biologie classiquement le terme enzyme, mais on rencontre aussi les termes de diastase, de ferment ou encore de zymase. Alors, continuons avec la nature des enzymes. Donc, les enzymes, ce sont donc des protéines. Ça veut dire que ce sont des assemblages d'acides aminés. Alors, j'en profite pour faire un lien avec le cours précédent, dans lequel justement je vous avais présenté les protéines. Je vous avais dit que les protéines sont associées à plusieurs fonctions. Et je vous avais proposé un moyen mémotechnique. Je vous ai dit, pour se souvenir de ces fonctions, il suffit d'avoir en tête le fait que les protéines assurent plusieurs tâches. Je vous avais dit que chaque lettre du mot tâche correspond à une fonction associée aux protéines. Et donc on retrouve le E qui est la fonction enzymatique. Si je reprends toutes ces fonctions associées aux protéines, donc on a le transport, anticorps, contraction, hormones, enzymes et structures. Donc là, ce qui nous intéresse, ce sont les protéines enzymatiques. Alors, on peut maintenant en dire un petit peu plus sur le rôle des enzymes. Alors, les enzymes, ce sont ce qu'on appelle des biocatalyseurs. On peut peut-être revenir déjà sur le terme. On pourrait dire catalyseur aussi tout court, mais quand on utilise le terme catalyseur, ça peut désigner, ça va surtout désigner des molécules non issues du vivant. Néanmoins, on peut quand même dire que les enzymes sont des catalyseurs, mais ce qui les spécifie, ce qui en fait leur particularité, c'est que ce sont des catalyseurs produits par les êtres vivants. C'est pour ça qu'on parle de biocatalyseurs. Alors, que font donc les enzymes? Les enzymes vont catalyser les réactions biochimiques, ça veut dire qu'elles vont tout simplement augmenter la vitesse de ces réactions, mais à aucun moment elles ne vont changer ces réactions. Alors, avant justement d'être un peu plus précise sur ce point, voici des éléments de grandeur pour se rendre compte de cette augmentation de la vitesse par rapport à une réaction biochimique qui se déroulerait sans enzyme. Quand il y a une enzyme, la réaction biochimique va être augmentée 10 puissance 6 à 10 puissance 12 fois. Donc l'augmentation est très importante. J'ai également noté ici la vitesse moyenne d'une réaction enzymatique qui est de 10-3 secondes, ce qui veut dire qu'une enzyme peut catalyser 1000 réactions par seconde. Alors, si on revient justement sur ce rôle des biocatalyseurs, donc ils augmentent la vitesse des réactions chimiques sans les changer. Et ce qui est très important aussi à souligner, c'est que les enzymes ne vont pas rendre possible des réactions chimiques qui seraient impossibles, elles ne vont qu'accélérer des réactions chimiques, des réactions biochimiques qui sont possibles. Alors, parmi les biocatalyseurs, on peut aussi citer l'existence de biocatalyseurs d'une autre nature qui ne sont pas des protéines, mais dont la nature va être un acide nucléique, plus spécifiquement l'ARN. Et dans ce cas-là, on ne va pas parler d'enzymes, on parlera de ribozymes. Donc c'est pour ça qu'on peut clairement dire que les enzymes, ce sont bien toutes des protéines. Alors, on va pouvoir maintenant
s'intéresser aux réactions biochimiques et replacer les enzymes dans ce contexte. Alors, on avait parlé donc des réactions chimiques, réactions biochimiques. Je vous ai dit que quand une réaction chimique se déroule, eh bien, des réactifs vont interagir et cette interaction va permettre de transformer ces réactifs en un produit. Alors, il y a deux notions qui vont être importantes à introduire, qui sont la notion de barrière d'activation et d'énergie d'activation. Alors, pour l'expliquer, eh bien, on peut utiliser cette image. On peut imaginer que là, ce volcan avec la balle qui est à son sommet correspond à la situation initiale d'une réaction biochimique où le réactif est la balle et quand la réaction chimique va se dérouler, eh bien, la balle va quitter cette position, va rouler le long de la pente et se retrouver en bas de la pente. La balle sera à ce moment-là transformée en produit. On comprend bien que là, telle qu'elle est placée, cette balle, eh bien, elle ne peut pas dévaler la pente parce qu'effectivement, il y a un petit rebord ici. Donc, pour pouvoir dévaler la pente, il va falloir que la balle, en fait, passe ce petit rebord. Donc, il y a une certaine énergie pour passer ce petit rebord qui est une barrière. Et une fois que le rebord est dépassé, eh bien, ça y est, la réaction chimique va pouvoir se faire, la balle va pouvoir dévaler la pente. Donc, c'est ça. Les notions de barrière d'activation, ça veut dire que les réactifs, ils ne vont pas facilement donner des produits parce qu'ils vont avoir besoin d'une énergie d'activation pour justement franchir cette barrière. Et une fois que la barrière sera franchie, eh bien, les produits pourront apparaître, tout simplement. Alors, on peut représenter ça classiquement par un graphique de ce type. On a ici en abscisse le sens de la réaction chimique, donc on trouve les réactifs, ici A et B, qui vont donner un produit AB. Et en ordonnée, on trouve l'énergie. Et on voit bien effectivement ici le passage donc, de cette barrière d'activation qui va être possible justement en utilisant une énergie d'activation. L'énergie d'activation va faire passer les réactifs donc, à un état de transition. Dans un état de transition, à partir du moment où ils sont dans cet état de transition, eh bien, le produit va pouvoir être obtenu. Mais donc, il y a quand même une certaine quantité d'énergie qui est à fournir ici. Alors, quand il y a une enzyme, eh bien, le rôle des enzymes, l'action en fait des enzymes va être de diminuer finalement la barrière et donc de diminuer la quantité d'énergie d'activation qui sera nécessaire. On voit bien ici qu'il y a besoin de moins d'énergie d'activation pour que les réactifs se transforment en ce produit. Voilà, alors on pourrait se dire que cette barrière d'activation, c'est plutôt quelque chose de néfaste. Alors, néfaste parce qu'on se dit, justement, il faut de l'énergie pour pouvoir dépasser cette barrière, pour que les réactions se réalisent. En réalité, non, cette barrière d'activation n'est pas quelque chose de néfaste et je dirais que c'est même fondamental pour la stabilité des êtres vivants. Grâce à cette barrière d'activation, eh bien, dès qu'on obtient une molécule, la molécule ne va pas immédiatement se transformer en autre chose parce qu'effectivement, cette barrière d'activation existe. Et donc, pour les êtres vivants, il va être fondamental de contrôler cette barrière d'activation et ils vont le faire grâce à deux options possibles. Soit ils ne produisent pas d'enzymes, à ce moment-là les réactions peuvent mettre très longtemps à se faire, voire des années, donc c'est presque comme si elles ne se faisaient pas, elles vont simplement mettre beaucoup de temps et à l'échelle de la vie de l'organisme, ça va être quelque chose, un temps infini. Donc les êtres vivants peuvent soit ne pas produire d'enzymes, soit en produire. Quand ils produisent des enzymes, ils vont accélérer donc certaines réactions chimiques. Donc ce point est fondamental. Alors, avant d'en dire plus justement sur le mode d'action des enzymes, eh bien, je vous propose de passer par une partie plus pratique où nous allons justement revenir sur la méthode hypothético-déductive qui va nous permettre de mettre à jour certaines caractéristiques associées aux enzymes. Alors, on va partir donc d'une question assez simple. On va se demander si l'hydrolyse du saccharose est possible. Alors, je reviens un peu sur les termes. Hydrolyse, ça veut dire coupure en présence d'eau. Et le saccharose, vous vous souvenez, c'est un disaccharide qui est constitué par un monomère de glucose et un monomère de fructose. Donc autrement dit, là la question qu'on se pose, est-ce que le saccharose peut se couper, quand il y a de l'eau, en glucose et fructose?
et on se pose la question pour une température de 30 degrés. Alors, on a donc une question qui est posée, on va donner une proposition de réponse, ce qu'on appelle une hypothèse. Et on peut se dire que notre hypothèse va être de dire que oui, le saccharose peut s'hydrolyser spontanément dans l'eau à 30 degrés et il va pouvoir s'hydrolyser en glucose et fructose. Donc, je vais vous donner maintenant le cœur de ce raisonnement hypothético-déductif que l'on va pouvoir articuler avec 3 opérateurs qui sont les suivants, qui sont le si, le et puis le alors. En fait, on va se dire que si je suppose telle hypothèse et que je réalise telle expérience, alors je m'attends à tel résultat, c'est-à-dire au résultat attendu. Donc là, si on reprend ces éléments dans le cadre de la question qui est la nôtre, on va se dire que si je pose l'hypothèse qui est la suivante, à savoir que le saccharose en solution peut s'hydrolyser spontanément en glucose, et fructose, mais je ne le mentionnerai pas pour simplifier le propos. Donc si je pose cette hypothèse et que je réalise l'expérience qui consiste à mettre du saccharose dans de l'eau, alors je m'attends aux résultats suivants, donc les résultats attendus sont les suivants, je m'attends à constater la présence de glucose après un temps qui sera à définir. Donc ça c'est tout ce que je vais faire avant de réaliser l'expérience, c'est tout mon raisonnement qui va justement me conduire à l'expérience. Donc l'étape suivante, c'est que je réalise l'expérience que je viens de présenter et je regarde quels sont les résultats. Et je constate que après quelques jours, on va dire à peu près 5 jours, mais le temps peut être beaucoup plus long, là j'ai pris un peu un temps arbitraire, donc on va dire après 5 jours, on constate qu'il y a du glucose justement dans cette solution où initialement il n'y avait que de l'eau et du saccharose. Donc ça, ce sont mes résultats observés. Étape suivante, je vais comparer les résultats observés aux résultats attendus. Est-ce qu'ils sont semblables ou différents? Eh bien là, ils sont semblables. Donc, ma conclusion, c'est que je vais retenir mon hypothèse, en tout cas je ne vais pas la rejeter, donc on peut dire que l'hypothèse est confirmée, ce qui veut dire que le saccharose en solution peut effectivement s'hydrolyser spontanément en glucose et bien sûr fructose. Alors on va continuer sur ce raisonnement. On travaille sur les enzymes, je vous ai dit les enzymes proviennent des êtres vivants et donc ce que l'on va faire à présent, c'est qu'on va tester des organismes, voir s'ils contiennent des enzymes qui seraient capables éventuellement d'accélérer cette hydrolyse spontanée du saccharose. Alors les organismes que je choisis de tester, ce sont les levures. Donc avant toute chose, il faut que je m'assure du fait que les levures ne libèrent pas de glucose dans leur environnement, parce que si elles en libèrent, à ce moment-là, je ne pourrais pas savoir si le glucose provient d'une hydrolyse de saccharose ou d'une libération des levures. Donc, la question est, les levures libèrent-elles du glucose? Donc, mon hypothèse va être que les levures n'en libèrent pas. Donc, si je pose cette hypothèse, à savoir que les levures ne libèrent pas de glucose, et que je fais l'expérience suivante, qui va consister à mettre des levures en solution dans l'eau, alors, je m'attends aux résultats suivants. Donc, les résultats attendus sont les suivants. Je m'attends à constater l'absence de glucose après un temps donc, qui va être forcément inférieur à 5 jours. Puisque je sais que le saccharose s'hydrolyse spontanément donc, en 5 jours, donc là, on va s'intéresser à un temps plus court. Donc, je vais ensuite réaliser l'expérience. Je regarde quels sont les résultats, donc les résultats observés, et donc je constate qu'après 4 jours, il n'y a pas de glucose dans la solution. Étape suivante, je compare les résultats observés aux résultats qui sont attendus. Je constate que les résultats observés sont semblables aux résultats attendus. Au final, je peux conserver mon hypothèse, donc qui est confirmée, en tout cas elle n'est pas rejetée. Donc, les levures ne libèrent pas de glucose. Alors maintenant, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante est de se demander, est-ce que les levures peuvent hydrolyser le saccharose? Donc, je vais me dire que les levures, oui, elles peuvent hydrolyser le saccharose. C'est la proposition de réponse que je fais, c'est mon hypothèse. Donc, si je pose cette hypothèse, donc si je pose l'hypothèse
que les levures donc hydrolysent le saccharose et que je fais l'expérience qui va consister justement à mettre ces levures dans une solution de saccharose, et bien alors dans ce cas, je m'attends aux résultats suivants. Donc les résultats attendus sont les suivants. Je m'attends à constater la présence de glucose après un temps qui sera inférieur à 4 jours. Donc je réalise l'expérience, j'observe donc les résultats et je constate qu'après un temps assez court, après 1 minute, eh bien du glucose va apparaître. Donc je compare maintenant les résultats observés aux résultats attendus. Je constate que les résultats observés et les résultats attendus sont semblables, donc je conserve mon hypothèse. L'hypothèse est confirmée, en tout cas elle n'est pas rejetée, et je peux dire que oui, les levures hydrolysent bien le saccharose. Alors, si les levures hydrolysent le saccharose, ça veut dire qu'elles vont en réalité surtout accélérer l'hydrolyse du saccharose. Ça veut donc dire qu'elles contiennent donc des enzymes qui vont pouvoir accélérer cette réaction. Alors, je peux me demander s'il est possible justement de trouver ces enzymes dans un filtrat de levure. En fait, je sais que les levures, ce sont donc des champignons. Les levures, donc comme tous les champignons, vont libérer leurs enzymes dans l'environnement, lesquelles vont digérer les substances qui se trouvent dans l'environnement, et ensuite les levures vont absorber les nutriments qui auront été produits. Donc c'est effectivement pas illogique de rechercher la présence de ces enzymes dans du filtrat de levure. Alors c'est ce que je vais faire à présent. Voilà, donc je me pose la question, les levures libèrent-elles des enzymes capables d'hydrolyser le saccharose? Et ma réponse, ma proposition de réponse va être que oui, les levures libèrent des enzymes capables d'hydrolyser le saccharose. Donc, cœur maintenant du raisonnement hypothético-déductif. Si je pose cette hypothèse, à savoir que les levures libèrent des enzymes capables d'hydrolyser le saccharose, et que je fais l'expérience suivante qui consiste à mettre du filtrat de levure dans une solution de saccharose, alors je m'attends aux résultats suivants. Donc les résultats attendus sont les suivants. Je m'attends à constater la présence de glucose après un temps inférieur à 4 jours. A priori, on pourrait même dire je m'attends à constater la présence du glucose après 1 minute, comme c'était le cas quand les levures étaient en contact avec le saccharose. Alors l'expérience est réalisée. J'observe les résultats observés sont les suivants. Après 1 minute, eh bien, je vois du glucose qui apparaît. Je vais donc comparer les résultats observés aux résultats attendus. Je constate qu'ils sont semblables. Je conserve donc mon hypothèse. Je peux donc dire que les levures libèrent bien des enzymes capables d'hydrolyser le saccharose et que ces enzymes sont, je l'ajoute, ce que l'on appelle des saccarases. Alors, on va maintenant se poser des questions semblables, mais non plus pour un biocatalyseur, mais pour un catalyseur chimique. Autrement dit, je vais me demander, est-ce que l'acide chlorhydrique peut avoir valeur de catalyseur chimique dans l'hydrolyse du saccharose? Autrement dit, l'acide chlorhydrique est-il un catalyseur chimique capable d'accélérer l'hydrolyse du saccharose? Et je vais poser l'hypothèse que oui, c'est le cas. Donc, si je pose effectivement l'hypothèse que l'acide chlorhydrique est un catalyseur chimique capable d'accélérer l'hydrolyse du saccharose et que je fais l'expérience suivante qui va consister à mettre de l'acide chlorhydrique dans une solution de saccharose, alors je m'attends au résultat suivant, je m'attends à constater la présence de glucose après un temps inférieur à 4 jours. Alors qu'en est-il? Eh bien, je vais réaliser l'expérience. J'observe donc les résultats suite à la réalisation de l'expérience et je constate que du glucose apparaît après 1 heure dans cette solution. Donc je compare les résultats observés aux résultats attendus. Je constate qu'ils sont semblables. Autrement dit, mon hypothèse est confirmée et je peux dire que l'acide chlorhydrique, c'est bien un catalyseur chimique qui est capable d'accélérer l'hydrolyse du saccharose. Alors,
avant de poursuivre, on peut déjà faire une petite comparaison entre ces deux catalyseurs. Le biocatalyseur, c'est-à-dire l'enzyme, et puis le catalyseur chimique, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique. On peut comparer leurs actions lorsqu'on réalise des expériences à une température d'environ 30 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que l'enzyme est plus efficace que l'acide chlorhydrique, elle accélère davantage la réaction d'hydrolyse du saccharose, puisqu'on l'a dit, avec l'enzyme, on voit le glucose apparaître après 1 minute seulement, alors qu'il faut 1 heure pour l'acide chlorhydrique, donc pour le catalyseur chimique. Alors, on peut se poser la question, là on était à 30 degrés, on peut se poser la question de l'effet de la température. Donc, on peut se demander maintenant, qu'est-ce qu'il en est si on augmente la température? Par exemple, si on augmente la température à 100 degrés. Les enzymes fonctionnent-elles plus efficacement à 100 degrés, bien sûr toujours dans cette même réaction qui est l'hydrolyse du saccharose. Donc, on va poser une hypothèse, une proposition de réponse qui va être de se dire que oui, les enzymes vont être plus efficaces à 100 degrés. Donc, on va se dire que si effectivement on pose cette hypothèse, à savoir que les enzymes sont plus efficaces à 100 degrés, et que l'on réalise une expérience qui va consister à mettre du filtrate de levure dans une solution de saccharose à 100 degrés, alors on s'attend à obtenir les résultats suivants. Donc les résultats attendus sont les suivants. On s'attend à constater la présence de glucose après un temps inférieur à 1 minute. Je réalise l'expérience. Les résultats observés sont les suivants. En fait, avant 1 minute, je n'observe pas de glucose. Après 1 minute, je n'observe pas de glucose. Et en fait, je n'observe pas de glucose pendant les jours qui suivent. Conclusion, si je compare donc les résultats observés aux résultats attendus, je constate qu'ils ne correspondent pas. Ce qui veut dire que mon hypothèse, cette fois-ci, je ne peux pas la conserver. Je vais rejeter cette hypothèse. L'hypothèse est infirmée. Autrement dit, je ne peux pas dire que les enzymes sont plus efficaces à 100 degrés. Ce n'est pas le cas. Je peux même dire que finalement, à 100 degrés, la capacité de catalyse des enzymes est en réalité complètement anéantie. Alors, on peut maintenant se poser la même question pour l'acide chlorhydrique. Autrement dit, on peut se demander si l'acide chlorhydrique fonctionne plus efficacement à 100 degrés, toujours dans cette même réaction qui est l'hydrolyse du saccharose. Donc l'acide chlorhydrique fonctionne-t-il plus efficacement à 100 degrés? Donc notre proposition de réponse est de se dire que oui, il va être plus efficace à 100 degrés. Donc si je pose cette hypothèse, à savoir que l'acide chlorhydrique est plus efficace à 100 degrés, et que je réalise une expérience qui va consister à mettre donc, de l'acide chlorhydrique dans une solution de saccharose à 100 degrés, alors je m'attends au résultat suivant, je m'attends à constater la présence de glucose après un temps inférieur à 1 heure. Donc, je réalise l'expérience. Quels sont les résultats observés dans ce cas? Eh bien, je constate qu'après 5 minutes, du glucose va apparaître. Je compare donc les résultats observés aux résultats attendus. Je constate qu'ils sont semblables. Je vais donc conserver mon hypothèse, je confirme mon hypothèse et je peux dire que l'acide chlorhydrique est effectivement plus efficace à 100 degrés. Alors, évidemment, on peut se demander pourquoi est-ce que cette température a des effets différents sur ces deux types de catalyseurs, le biocatalyseur et le catalyseur chimique. Alors, on va revenir sur ce qui se passe à 100 degrés. En fait, quand on augmente la température, on va augmenter les mouvements en fait, des molécules. On a ce qu'on appelle l'agitation moléculaire qui va s'accroître. Si cette agitation moléculaire, elle augmente, ça veut aussi dire qu'on va augmenter la probabilité que les réactifs se rencontrent. Alors, dans cette situation, eh bien, l'acide chlorhydrique va être avantagé. Par contre, l'enzyme, elle, va être désavantagée. Évidemment, a priori, elle a les mêmes avantages que l'acide chlorhydrique. Le problème, c'est que cette température de 100 degrés n'a pas d'effet sur l'acide chlorhydrique en lui-même. Par contre, cette température de 100 degrés va avoir un effet sur l'enzyme.
Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enzyme? Eh bien, l'enzyme, on l'a dit, elle est de nature protéique et on sait que les protéines peuvent perdre en fait leur structure tridimensionnelle quand on change en fait les paramètres environnementaux. Et là, c'est ce qui se passe, c'est le cas quand effectivement on augmente la température à 100 degrés. L'enzyme va perdre sa forme 3D, sa forme tridimensionnelle. Et en perdant cette forme tridimensionnelle, eh bien, elle va perdre son pouvoir catalyseur. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que eh bien, une enzyme, donc un biocatalyseur, contrairement à un catalyseur chimique, un biocatalyseur, c'est un élément qui va fonctionner pour des conditions environnementales qui sont compatibles avec la vie. Alors évidemment, j'ai mis à quelques exceptions près, puisque bien sûr, ça dépend des conditions de vie de l'organisme. Mais là, en tout cas, si on se base effectivement sur les levures, les enzymes des levures vont fonctionner très bien à une température de 30 degrés. Ils ne vont plus fonctionner à une température de 100 degrés, à une température de 30 degrés étant une température idéale pour la vie des levures. Mais on reviendra un peu plus loin sur ce point. Alors, nous allons à présent nous pencher sur le mode d'action des enzymes. Alors, on a dit donc que les enzymes vont accélérer finalement les réactions chimiques. Et pour cela, eh bien, les enzymes vont fournir un environnement adéquat aux réactifs. Les enzymes vont finalement interagir avec ces réactifs et les réactifs vont prendre un autre terme. En fait, plutôt que de parler de réactifs, on va parler de substrat. Alors, je viens d'évoquer donc une interaction. On peut donc dire que l'enzyme va interagir avec son substrat et l'interaction va se faire en un lieu particulier de l'enzyme qu'on appelle le site actif. Le site actif d'une enzyme, souvent, ça correspond à une espèce de dépression sur l'enzyme qui a une forme tridimensionnelle et c'est au niveau de cette dépression, donc de ce site actif, que le substrat va pouvoir interagir avec l'enzyme. Comment est-ce que cette interaction va se faire? Elle va se faire grâce à ce qu'on appelle classiquement la complémentarité structurale. Une façon très simple pour décrire ce qu'est la complémentarité structurale, c'est de prendre l'image donc d'une clé dans une serrure, où effectivement une clé va pouvoir entrer dans une serrure donnée parce qu'il va y avoir une compatibilité concernant les formes. Donc on a cette image que l'on donne pour illustrer cette complémentarité structurale. On parle aussi d'ajustement induit, c'est-à-dire que non seulement il faut que la clé entre dans la serrure, et en plus quand l'interaction commence, il va y avoir un ajustement induit, un petit peu comme une poignée de main. Lorsqu'une poignée de main est réalisée, les deux mains en fait vont s'ajuster l'une à l'autre, et c'est ce qui se passe aussi entre l'enzyme et son substrat. Alors, on peut illustrer ça de la façon suivante. On a ici donc l'enzyme représentée et son substrat. Donc les deux éléments vont interagir. On va avoir une entité intermédiaire qui va se constituer qu'on appelle le complexe enzyme-substrat, qu'on représente classiquement de cette façon, avec donc le substrat, là, le triangle, qui rentre tout à fait dans le site actif ici de l'enzyme. On représente ça aussi de la façon suivante. Donc l'enzyme rencontre le substrat, le complexe enzyme-substrat se constitue. Donc là, l'environnement est adéquat pour que le substrat soit transformé en produit. Et c'est ce qui va se passer, si bien qu'au final, on retrouve ici donc l'enzyme, les produits qui sont fabriqués et qui sont libérés. Donc c'est pour ça qu'on peut finalement écrire à la fin que l'enzyme est libérée et les produits sont libérés. Ça, c'est un point important qui est que les enzymes vont effectivement sortir intactes d'une catalyse. L'image que l'on peut prendre, c'est celle d'une paire de ciseaux. Les ciseaux vont effectivement pouvoir couper des feuilles. Lorsque la coupe d'une feuille est réalisée, on est sur l'interaction, c'est un peu le complexe enzyme-substrat, mais une fois qu'on a fini de découper une feuille, on a de nouveau nos ciseaux, on peut de nouveau les utiliser pour découper une autre feuille. Donc c'est la même chose avec les enzymes. Donc si on veut insister là précisément sur ce qui se passe, on peut dire que les enzymes, donc, elles ne sont jamais transformées en produits, elles ne font qu'accélérer un processus, elles ne font qu'accélérer une réaction biochimique et elles sortent intactes de la catalyse, c'est-à-dire qu'après avoir catalysé une réaction chimique, elles sont de nouveau disponibles pour catalyser une autre réaction chimique.
Alors on peut maintenant s'intéresser à ce qui va impacter justement les enzymes, donc aux facteurs qui vont pouvoir influencer les enzymes. Alors on peut commencer avec les conditions du milieu et plus spécifiquement avec la température, puisqu'on en a parlé déjà avec nos expériences donc concernant les levures. Donc effectivement, les enzymes vont fonctionner différemment selon la température du milieu. Et on va pouvoir identifier pour les enzymes ce que l'on appelle une température optimale qui correspond à la température à laquelle elles vont fonctionner le mieux. Alors, j'ai illustré ici la température optimale pour différentes enzymes. Si on considère les enzymes donc, présentes chez l'humain, eh bien, si on regarde justement leur capacité de catalyse, c'est-à-dire la vitesse des réactions biochimiques que l'on observera en présence de ces enzymes, on voit qu'elle aura son maximum à une température d'environ 37 degrés, qui est la température corporelle de l'humain. Alors évidemment, donc, bien sûr, hein, la plupart des enzymes vont avoir une température optimale aux alentours de 30-40 degrés, mais il y a des variations, des écarts selon en fait les conditions de vie des organismes. Et on peut prendre le cas d'organismes qui vivent dans des milieux extrêmes, hein, par exemple une bactérie thermophile qui vit à des températures donc qui approchent 100 degrés. Et bien pour ces organismes-là, les enzymes vont avoir une autre température optimale qui sera plutôt aux alentours de 80 degrés. Et ça peut être encore plus pour des enzymes qui vivent des organismes qui vivent dans des milieux encore plus extrêmes. Alors pour le pH, on peut faire la même remarque, hein, les enzymes vont avoir aussi un pH optimal de fonctionnement. Alors voici le cas de deux enzymes digestives, donc la pepsine et la trypsine, qui vont avoir des pH, donc qui vont chacune avoir un pH optimal différent. La pepsine est libérée dans l'estomac qui est un milieu acide et son pH optimal est aux alentours de 2, alors que la trypsine qui elle va se retrouver dans l'intestin va avoir un pH optimal plus basique aux alentours de 8. Alors il y a d'autres conditions du milieu qui vont avoir un impact, hein, par exemple les solvants qui vont être présents ou encore la salinité. Autre facteur qui peut influencer les enzymes, alors là, de façon assez drastique, c'est ce qu'on appelle la séquence. Hein, c'est-à-dire que la manière dont les acides aminés vont s'enchaîner donc dans la protéine enzymatique va déterminer en fait la conformation de l'enzyme et son activité. Hein, vous vous souvenez, donc, si je reprends l'ensemble, donc une protéine est constituée d'acides aminés et l'ordre d'enchaînement des acides aminés, il y a 20 acides aminés au total, l'ordre d'enchaînement de ces 20 acides aminés correspond à la séquence de la protéine. Donc, si effectivement il y a une anomalie dans cette séquence des acides aminés de l'enzyme, eh bien l'enzyme peut perdre son activité catalytique. Alors, là, j'ai utilisé le mot anomalie. En fait, on va plus spécifiquement parler de mutation. On aura l'occasion d'y revenir en parlant de l'ADN. Je vous avais dit, l'ADN contient l'information génétique. L'information génétique, c'est le plan de construction des protéines et donc notamment le plan de construction des enzymes. Autrement dit, l'information génétique va dire comment il faut que les acides aminés s'enchaînent dans telle ou telle protéine, dans telle ou telle enzyme. Donc s'il y a une mutation dans l'information génétique, eh bien la mutation va se retrouver dans les protéines, donc là dans les enzymes. Alors, je vais illustrer ce point avec un exemple qui est une maladie qu'on appelle la phénylcétonurie. Alors on parle de maladie du métabolisme puisqu'effectivement dans cette pathologie, une enzyme va présenter une anomalie, va présenter une mutation. Cette enzyme, c'est la phénylalanine hydroxylase. C'est une enzyme qui normalement catalyse la transformation de la phénylalanine en tyrosine. Et dans cette pathologie, cette enzyme est mutée, si bien que la phénylalanine ne peut plus être transformée en tyrosine. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Donc, il va y avoir moins de tyrosine produite, mais surtout, il va y avoir une accumulation de phénylalanine. Et cette accumulation de phénylalanine
elle est dangereuse puisqu'effectivement elle va perturber notamment le développement du système nerveux. Et c'est la raison pour laquelle on va dépister dans les jours qui suivent la naissance d'un humain, on va dépister donc cette pathologie par un test qu'on appelle le test de Guthrie. Ce qui va permettre de savoir si effectivement cette enzyme fonctionne ou ne fonctionne pas. Si effectivement on constate qu'elle ne fonctionne pas, si elle est mutée, eh bien on va pouvoir installer un régime alimentaire particulier qui va éviter les effets néfastes de l'accumulation de phénylalanine. Et en évitant cela, le système nerveux va se développer normalement et il n'y aura pas de troubles et notamment de déficit au niveau donc, du fonctionnement de ce système nerveux. On peut évoquer maintenant d'autres facteurs qui peuvent influencer les enzymes. On peut évoquer la concentration en substrat. Alors, la concentration en substrat, vous vous souvenez, je vous avais dit la concentration, on note la concentration entre crochets, donc ici un S entre crochets va désigner la concentration en substrat. Et donc, on peut faire une expérience dans laquelle on va regarder quelle est la quantité de produits obtenus selon les quantités de substrat que l'on va placer dans un milieu, et on va s'intéresser aux quantités de produits obtenus en fonction du temps. Alors, je vous ai présenté ici des courbes obtenues pour différentes concentrations de substrat. Je les ai un petit peu simplifiées, parfois il y a une petite phase assez courte, un peu de stagnation avant de voir la courbe que je n'ai pas illustrée ici. Donc déjà une première remarque générale qu'on peut faire, c'est qu'effectivement plus il y a de substrat, plus on va obtenir de produits. Ici pour une concentration en substrat assez faible, on va obtenir une quantité de produits assez faible. Ici pour une concentration en substrat un peu plus importante, on obtiendra plus de produits et ainsi de suite. C'est normal, si on imagine que le substrat ce sont des billes jaunes et le produit ce sont des billes qui ont changé de couleur, qui de jaune deviennent vertes, si au départ on a 10 billes jaunes, ces 10 billes peuvent être transformées au maximum en 10 billes vertes. Si on en a 20 au départ, eh bien on pourra obtenir 20 billes vertes à la fin, donc 20 billes qui représenteront le produit. Donc ça c'est une première chose. Mais deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est que on constate que selon la concentration en substrat, la vitesse d'obtention du produit n'est pas la même. La vitesse est représentée par ces droites ici, V1, V2, V3, V4, qui sont en fait des tangentes à chacune des courbes vertes. Et ces droites donc nous renseignent sur cette vitesse d'obtention du produit. Plus la droite a ici une pente importante, plus la vitesse est grande. Ça veut dire que pour des concentrations en substrat assez faibles, la vitesse d'obtention du produit est faible, mais plus la concentration en substrat augmente, plus la vitesse d'obtention du produit va augmenter. Alors pour mieux visualiser justement ce phénomène, eh bien, on peut le représenter dans ce type de courbe. C'est aussi ce qu'on appelle la courbe de Michaelis-Menten, qui est valable pour les enzymes michaéliennes, qui sont les seules dont je parlerai ici. Ça veut dire qu'il y a aussi des enzymes non michaéliennes. Et donc là, on reporte donc là sur l'abscisse les concentrations en substrat, sur l'axe des ordonnées donc les vitesses. Et on constate qu'effectivement, plus la concentration en substrat augmente, plus la vitesse d'obtention du produit va augmenter. Pourquoi observe-t-on ce phénomène ? Parce que tout simplement, quand la concentration en substrat est assez faible, la probabilité de rencontre entre l'enzyme et le substrat est assez faible, donc la vitesse d'obtention du produit va être assez faible. Plus il y a de substrat, plus la probabilité de rencontre va augmenter, jusqu'à un maximum qu'on ne pourra pas dépasser parce que ça correspond à un moment où toutes les enzymes vont être occupées par le substrat. Il y a une chose aussi que j'ai notée mais sur laquelle je n'ai pas insisté, c'est que pour faire ces expériences, on travaille avec une quantité d'enzymes qui est constante. Donc là, effectivement, pour une quantité d'enzymes donnée,
on va obtenir une vitesse maximale qu'on ne pourra pas dépasser parce que toutes les enzymes sont occupées. À ce moment-là, le seul moyen d'aller plus vite, d'augmenter la vitesse d'obtention du produit, c'est de jouer sur la concentration en enzymes, qui est un autre paramètre qui peut influencer finalement l'obtention du produit, donc les enzymes d'une certaine façon. Alors, on peut poursuivre avec d'autres facteurs qui vont pouvoir influencer ces enzymes. On peut évoquer le fait que certaines enzymes, ce n'est pas le cas de toutes les enzymes, mais certaines enzymes ne vont pas pouvoir fonctionner elles toutes seules. Elles vont absolument avoir besoin d'être accompagnées par d'autres molécules. On peut parler de molécules auxiliaires qui sont obligatoires, mais ce n'est pas un terme générique, je le formule de cette façon, mais ce n'est pas un terme spécialement générique. En tout cas, donc, ce que j'appelle des molécules auxiliaires obligatoires, ce sont des molécules dont la nature est non protéique, dont la présence est nécessaire au fonctionnement des enzymes. Sans ces molécules-là, les enzymes ne peuvent pas fonctionner. Alors, ces molécules auxiliaires obligatoires correspondent à ce qu'on appelle les cofacteurs et les coenzymes. Alors la différence entre cofacteurs et coenzymes qui n'est pas toujours réalisée, ça dépend de la manière dont on les envisage, mais en tout cas si on veut les distinguer, les cofacteurs correspondent donc à des molécules assez simples qui sont inorganiques, c'est-à-dire qui ne sont pas fabriquées par les êtres vivants mais qui vont être trouvées dans le milieu. Très souvent ce sont des ions métalliques. Et donc la présence de ces ions sera indispensable au fonctionnement de certaines enzymes. Et puis d'autres enzymes, elles vont avoir absolument besoin d'être aidées par un coenzyme. Qu'est-ce qu'un coenzyme ? Eh bien, ça correspond à des molécules complexes qui sont fabriquées par les êtres vivants. Ça veut dire que les êtres vivants vont fabriquer non seulement les enzymes, mais aussi les coenzymes, grâce à tout un tas de réactions justement chimiques. Et ces coenzymes vont pouvoir aider les enzymes, vont pouvoir donner aux enzymes leur activité, puisque l'un ne pourra pas fonctionner sans l'autre. Alors les coenzymes donc, sont fabriqués par les organismes, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des organismes qui vont fabriquer leurs coenzymes et il y en a d'autres qui ne vont pas tous les fabriquer. Néanmoins, ils en auront impérativement besoin et pour se les procurer, eh bien, il n'y aura qu'une seule option qui est l'alimentation. Il sera impératif pour ces organismes de se procurer ces coenzymes dans leur alimentation. Et donc ces coenzymes sont ceux que l'on désigne par le terme de vitamines. Quand on dit effectivement les vitamines sont indispensables, elles sont indispensables puisqu'elles ont un rôle de coenzyme et qu'elles vont permettre à des enzymes de fonctionner. Alors j'ai mis ici l'exemple d'une pathologie assez connue qui a touché les marins pendant de nombreux siècles, qui est le scorbut. Le scorbut qui est une pathologie liée à un manque d'une vitamine qui est la vitamine C. Sans la vitamine C, eh bien, des enzymes ne peuvent pas fonctionner et le dysfonctionnement de ces enzymes se traduit donc par cette pathologie qui est le scorbut, dont le symptôme emblématique était la perte des dents et qui se soldait donc par la mort si rien n'était fait. Alors, autres facteurs qui peuvent influencer les enzymes, c'est ce qu'on appelle les effecteurs enzymatiques. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de molécules qui vont pouvoir éventuellement aider ou entraver les enzymes. Mais dans ce cas-là, les enzymes vont pouvoir fonctionner sans ces effecteurs enzymatiques. Alors, certains de ces effecteurs enzymatiques, je vous ai dit, peuvent aider les enzymes. On va les qualifier d'activateurs. Ils vont effectivement augmenter l'activité enzymatique. Et puis d'autres, qu'on appelle inhibiteurs, vont avoir l'effet inverse, ils vont diminuer cette activité enzymatique. Alors, parmi les inhibiteurs, on distingue plusieurs catégories. On va parler donc d'inhibiteurs compétitifs. Compétitifs parce que ces molécules-là vont entrer en compétition avec le substrat pour se fixer sur le site actif. Donc, c'est la raison de leur nom. Alors, on dit que ces inhibiteurs compétitifs sont réversibles parce qu'effectivement la liaison de l'inhibiteur compétitif sur le site actif va se faire via des liaisons non covalentes. Donc ça veut dire que les liaisons peuvent facilement être rompues et donc du coup le site actif de l'enzyme sera de nouveau libre. Autre type d'inhibiteur,
qu'on qualifie de non compétitifs. Non compétitifs parce que dans ce cas-là, ces inhibiteurs-là ne vont pas se fixer sur le site actif, mais sur un autre lieu de l'enzyme. Donc il n'y aura pas de compétition pour le site actif entre l'inhibiteur et le substrat. Néanmoins, quand cet inhibiteur non compétitif se fixe donc sur l'enzyme, il va perturber l'enzyme, notamment il peut avoir un effet sur la forme de l'enzyme qui ne pourra plus, dans ce cas, catalyser les réactions chimiques. Là aussi, la fixation donc, de l'inhibiteur non compétitif est réversible, elle se fait au moyen de liaisons non covalentes. À côté de ça, il y a des inhibiteurs qu'on va qualifier d'inactivateurs qui, eux, vont se fixer sur l'enzyme de façon irréversible. C'est pour ça qu'on peut parler aussi d'inhibiteurs irréversibles. Dans ce cas-là, ce sont des liaisons covalentes qui vont s'établir. Et le plus souvent, ces inactivateurs vont se fixer sur le site actif de l'enzyme. Alors, il y a beaucoup d'antibiotiques, par exemple, qui vont fonctionner par ce biais. Par exemple, la pénicilline va effectivement inactiver des enzymes bactériennes. Alors, maintenant qu'on a évoqué ces facteurs influençant les enzymes, eh bien, nous allons pouvoir évoquer la double spécificité des enzymes. Alors, première spécificité des enzymes, c'est ce qu'on appelle la spécificité de substrat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'une enzyme donnée, elle va pouvoir agir sur un seul type de substrat. Donc, si on considère ici cette enzyme, eh bien, elle peut agir sur ce substrat-là qui a cette forme triangulaire. Est-ce que cette enzyme peut agir sur ce substrat qui est un losange ? On a l'impression qu'effectivement il rentre bien là dans le site actif. Eh bien non, il ne peut pas y avoir cette interaction parce que l'enzyme n'agit que sur un seul type de substrat. Donc ça c'est la spécificité de substrat. Deuxième spécificité, c'est la spécificité d'action. Comment la définir ? Eh bien on peut dire que pour cette spécificité d'action, eh bien, une enzyme donnée ne va pouvoir catalyser qu'un type de réaction impliquant bien sûr son substrat. Alors là aussi on peut l'illustrer, si on considère cette enzyme qu'on peut appeler A, elle va permettre l'obtention de produits A et B en agissant sur son substrat que l'on voit ici. On peut imaginer une autre enzyme qui va être l'enzyme Z, qui va agir sur le même type de substrat mais qui va produire une coupe différente et entraîner la production des produits X et Y. On peut se demander, est-ce que l'enzyme A peut faire la même découpe que l'enzyme Z et donner finalement les produits X et Y ? Eh bien non, parce que cette enzyme, elle agit donc non seulement sur un seul substrat, il y a spécificité de substrat, et en plus, elle a une spécificité d'action, c'est-à-dire qu'elle ne va produire qu'une action sur son substrat. Alors, je vais illustrer un peu plus là, ces deux types de spécificité, à commencer par la spécificité de substrat, que nous allons illustrer avec à nouveau la méthode hypothético-déductive et le cadre expérimental vu précédemment. Nous allons nous intéresser donc à cette enzyme qui est présente chez les levures, qui est la saccharase, et nous allons illustrer la spécificité de substrat de la saccharase. Voilà, donc autrement dit, si on se demande est-ce que la saccharase est spécifique du saccharose, et fait l'hypothèse que oui, la saccharase est spécifique du saccharose, on va pouvoir se dire que si je pose l'hypothèse que la saccharase est spécifique du saccharose et que je réalise l'expérience consistant à mettre la saccharase en présence d'un disaccharide autre que du saccharose, par exemple le maltose. Alors, j'ai pris le maltose, on aurait pu prendre d'ailleurs d'autres disaccharides. Alors, ici, le maltose est fait de 2 glucoses, on aurait pu prendre le lactose ou le célobiose qui ont les constitutions suivantes. Donc là, on se centre sur le maltose. Donc, si on réalise cette expérience, on s'attend au résultat suivant. On s'attend à constater l'absence de glucose. Donc, on va réaliser l'expérience. Et une fois qu'on réalise l'expérience, on observe donc les résultats suivants. On constate qu'il n'y a pas de glucose. Donc, on va pouvoir comparer les résultats observés aux résultats attendus. Ils sont semblables. Autrement dit, mon hypothèse est confirmée. Je peux dire que la saccharase n'est pas capable
d'hydrolyser un disaccharide autre que du saccharose. Là, j'ai un peu généralisé. Là, je devrais dire que la saccharase n'est pas capable d'hydrolyser le maltose. Et si je fais le test avec le lactose ou le célobiose, j'aurai les mêmes conclusions. Donc là, j'ai généralisé en disant la saccharase n'est pas capable d'hydrolyser un disaccharide autre que le saccharose. La saccharase est donc bien spécifique du saccharose. Au passage, j'ai juste noté ici qu'il y a aussi des enzymes qui peuvent digérer le maltose. Dans ce cas-là, on va les appeler maltases. Et pour le lactose, on aurait la lactase et la célobiase pour le célobiose. Alors, illustrons maintenant la spécificité d'action. Alors, prenons un exemple de substrat qui est la tyrosine, qui est un acide aminé. Eh bien, la tyrosine, elle peut subir différentes actions, différents traitements, ça va dépendre des enzymes. Par exemple, on connaît une enzyme qui s'appelle la tyrosine hydroxylase qui peut hydroxyler la tyrosine, c'est-à-dire lui coller un groupement hydroxyle, donc un groupement OH. On connaît une autre enzyme qui s'appelle la tyrosine kinase qui va être capable de phosphater la tyrosine, c'est-à-dire de coller sur la tyrosine un groupement phosphate. Donc, autrement dit, une molécule en question peut être le substrat de plusieurs enzymes, mais chacune de ces enzymes ne pourra agir que sur ce substrat-là, et chacune de ces enzymes ne pourra catalyser qu'un seul type de réaction. Alors j'en profite juste pour dire un mot concernant la nomenclature et la terminologie associée aux enzymes. Alors concernant la terminologie, vous l'avez vu, à chaque fois que j'ai parlé d'enzymes, j'ai utilisé des termes qui se terminaient par le suffixe ase. Effectivement, quand il y a ce suffixe ase dans le nom d'une molécule, ça veut dire que la molécule en question est une enzyme. Alors concernant la nomenclature, il y a une nomenclature très précise qui existe, qui va classer les enzymes dans 7 catégories, puis ensuite il y a des sous-classes qui existent. Je vous donne simplement le nom de ces 7 classes. Alors il y a des enzymes qu'on appelle les oxydoréductases qui vont catalyser donc les réactions d'oxydoréduction. L'hydroxylase fait partie de ce groupe, donc on l'a dit, l'hydroxylase qui va pouvoir ajouter un groupement hydroxyle. Les transférases, ce sont des enzymes qui vont pouvoir transférer des groupements sur des molécules. C'est le cas par exemple des kinases, là, que nous venons d'évoquer, la kinase étant une enzyme qui va pouvoir ajouter un groupement phosphate. Il y a des enzymes qui entrent dans le groupe des hydrolases. Les hydrolases, on a hydro, donc c'est l'eau, et puis lase, donc la coupure. On est sur des enzymes qui vont couper en présence d'eau. C'est le cas par exemple des phosphatases qui vont pouvoir couper les groupements phosphates et donc supprimer les groupements phosphates qui sont présents sur des molécules. Les liases, ce sont aussi des molécules qui vont pouvoir faire des coupes, mais cette fois-ci des coupes sans présence d'eau. Les isomérases, ce sont des enzymes qui vont pouvoir convertir une molécule en son isomère. Ça veut dire que dans ce cas-là, les atomes qui constituent donc le substrat et le produit sont les mêmes, mais la répartition sera différente. Les ligases ou synthétases, ce sont des enzymes qui vont pouvoir lier les molécules entre elles. Et puis, le dernier groupe qui a été ajouté en dernier lieu, c'est le groupe des translocases, qui correspond donc à des enzymes qui vont pouvoir transférer des molécules de part et d'autre d'une membrane. Voilà donc pour cette nomenclature. Alors, nous allons pouvoir donc terminer en revenant sur la question du métabolisme, en évoquant donc la régulation du métabolisme. Donc, vous vous souvenez, dans le premier cours, j'avais souligné le fait que le métabolisme est vraiment une caractéristique du vivant. Je vous avais dit que finalement, un être vivant, il va orchestrer tout un tas de réactions métaboliques qui vont se dérouler en son sein et il va y avoir un certain équilibre entre toutes ces réactions qui va être obtenu donc par les organismes. On comprend bien donc dans ce cadre eh bien, les enzymes soient indispensables. C'est effectivement l'équipement enzymatique des organismes qui va permettre aux organismes de produire toutes les substances dont ils ont besoin. Et évidemment, il va être fondamental pour les organismes de contrôler ces enzymes. Alors évidemment, une première manière de les contrôler, c'est en les produisant ou en ne les produisant pas. Et puis ensuite, il y a possibilité de les contrôler plus finement, avec notamment les effecteurs, donc ce qu'on a appelé les activateurs, les inhibiteurs. Mais il y a encore d'autres mécanismes qui évoquent, que je n'ai pas évoqué ici, que j'aurai l'occasion d'évoquer plus tard. Par exemple, les mécanismes de rétro-inhibition.
quand finalement le produit fabriqué va agir sur l'enzyme en l'inhibant, c'est un moyen d'obtenir de réguler certains équilibres. Hein. Donc, en tout cas, il est vraiment fondamental pour un être vivant de pouvoir réguler ce métabolisme, hein, le métabolisme étant d'une certaine façon l'essence de la vie. Alors, vous pouvez explorer davantage ce domaine de l'enzymologie que je n'ai fait ici qu'effleurer. Hein, donc, à partir du moment où on choisit un ouvrage universitaire d'enzymologie, on a donc tous les éléments justement qui concernent les enzymes. Donc, c'est un point qui peut être exploré facilement. Alors, donc j'en ai fini avec ce chapitre, donc je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas pour ce chapitre, si votre but est de l'apprendre, de consulter la vidéo dans laquelle je commente la carte mentale de ce chapitre. Vous pouvez aussi écouter l'audio relaxé, faire également le quiz et les exercices. Pour ce chapitre, il y a 3 exercices que je vous propose. Vous pouvez télécharger bien sûr tous ces documents sur mon site. Et je vous dis à bientôt pour le chapitre suivant qui concernera l'organisation de la cellule. Donc à bientôt.